cérémonie d'hommage national aux victimes de l'opération Koundouaré au camp général Gnassingbé et Yadema à Lomé. Le rappel avec Hervé Essay. J'ai un petit problème là, voilà. Premier sujet de cet entretien. Ok, on a un problème, on peut pas suivre cet élément tout de suite. Mais on va quand même continuer l'émission. Ça commence bien, une cérémonie donc que le gouvernement voulait à la hauteur des sacrifices consentis par des éléments des FDS en hommage à ceux qui ont perdu la vie ou sont blessés, ou encore à ceux qui se sont particulièrement illustrés par leur bravoure sur le champ de bataille. Vous qui affirmiez quelques jours seulement avant cette cérémonie que les victimes sont enterrées sans hommage, j'imagine que vous avez été comblé d'aise, n'est-ce pas, madame? Ah, monsieur Delagbo, merci. Je constate que vous nous suivez, effectivement, parce que ce sujet est vraiment une préoccupation pour l'ADMP. À plusieurs reprises, nous avons dénoncé cette anomalie-là que nous avons constaté, qui est que le pays, le gouvernement, surtout, n'a pas compris l'importance de rendre hommage à ceux de nos concitoyens qui ont choisi ce métier d'armes et qui font le sacrifice de leur vie pour défendre notre pays. Nous avons déploré le fait qu'on les enterre dans l'anonymat, qu'il n'y a pas d'hommage qui leur soit rendu. Eh bien, c'est un début. Oui. C'est un début. Nous nous réjouissons Madame, avant de continuer, ce je voudrais qu'on revienne sur le rappel de cet événement avec Hervé Essay. Okay. Un hommage a été rendu lundi aux victimes de l'opération Koundouaré par le chef de l'État, chef des armées, Fort Gnassingbé. C'était au cours d'une cérémonie empreinte de solennité et d'émotion organisée au camp général Gnassingbé Yadema à Lomé. Celle-ci a rassemblé des membres du gouvernement, des responsables militaires, des membres des familles ayant perdu leur fils au champ d'honneur. C'est ainsi que les soldats morts pour la patrie ont été décorés à titre posthume chevaliers de l'ordre du Mono. Les blessés et ceux qui ont fait acte de bravoure dans le cadre de l'opération Koundouaré ont, eux, été décorés de la croix de la vaillance avec étoile en argent, en bronze et de la médaille en bronze. Fort Gnassingbé. Aux forces de défense et de sécurité tombées au champ d'honneur, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Mono. Capitaine Abodji Boba Apo Guillaume, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décorons de la croix de la vaillance avec étoile en argent. Le taureau, on a patrie, nous serons là. Nous serons là pour le Togo, pour la patrie. Nous serons là, nous serons là. Pour parer aux menaces sécuritaires récurrentes et persistantes dans la sous-région, le président de la République a initié l'opération Koundouaré pour servir de bouclier aux attaques des terroristes, notamment dans le nord du pays. Madame, tous les éléments des forces de défense et de sécurité tombés au champ d'honneur ont été faits à titre posthume, comme le rappelait Hervé Essay, chevalier de l'ordre de Mono. Les autres ont été décorés de la croix de vaillance. Une belle reconnaissance à ces compatriotes qui ont donné leur vie ou étaient prêts à le faire pour défendre la patrie, n'est-ce pas? Bien sûr, et il était temps. Il était temps, c'est ce que nous avons demandé. Et donc, nous nous en réjouissons. Mais je pense qu'il faut faire en sorte que leurs droits soient reconnus, que ce soit institutionnalisé, qu'on sache qu'ils ont droit aussi à une indemnisation. Il ne faut pas que ce soit fait selon la bonne volonté du chef de l'État. Cet aspect du sujet tout à l'heure. Mais en attendant, alors, vous déplorez, la DMP déplore, non, avant cela même, alors, ce qui a ajouté à l'atmosphère lourde qui prévalait ce jour-là, ce sont les images de ces jeunes qui vont traîner toute leur vie
durant toute leur vie un handicap ou des séquelles, des blessures reçues alors qu'ils nous défendaient. Alors de quoi quand même avoir la gorge nouée, n'est-ce pas? C'est ceux-là qui... Voilà. Absolument, vous avez raison. Et c'est pour ça que il faut qu'on s'assure que l'État leur est reconnaissant. Non seulement qu'il leur est reconnaissant, mais que des mesures soient prises pour que ceux-là qui sont handicapés à vie, qui souffrent d'une incapacité totale de travail, qu'ils aient de quoi vivre, qu'on pense peut-être à assurer leur reconversion pour ceux qui le veulent. On a insisté parce que nous connaissons plusieurs cas comme ça où un cas que je connais où on demande à ce survivant de venir reprendre le travail alors que il a été gravement blessé et on a dû, dans les soins qu'on lui a fait, il a du fer, on lui a mis du fer dans le corps. Et c'est quelqu'un qui est traumatisé. Alors, comment une personne dans cet état-là, on peut lui demander de reprendre son travail? C'est inhumain. Donc, il faut régler tous ces cas-là. Voilà, madame, évoquant justement les indemnisations que reçoivent les blessés et autres ayant droit des soldats morts au champ d'honneur dans l'émission Audi Actu de jeudi dernier sur cette radio, Dr Ekwe Foligada, un enseignant-chercheur, a lancé l'idée d'un code des indemnisations en faveur des civils et militaires morts en défendant le pays ou en mission. Voici en ce sens ce qu'il disait au micro de Joachim Agueti. C'est malheureux que certains de nos compatriotes meurent les armes au poing pour défendre le territoire. Parce que finalement, c'est pour défendre le territoire que ces soldats meurent. Ils sont blessés à vie, en effet. S'il y a peut-être un souhait à exprimer, c'est qu'il y ait un code d'indemnisation spécial des Togolais qui meurent en luttant pour le pays. Pour ce qui est de l'élite militaire, on peut créer un chapitre spécial et de l'élite civile aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'élites, de personnalités de l'élite civile qui, en mission pour le pays, connaissent des mésaventures. Et après, on les oublie. Et ce n'est pas bien. Et les FAT et les enfants des FAT, les enfants de citoyens togolais qui sont des FAT qui meurent, il ne faudrait pas qu'on les indemnise au vol, au lance-pierre. Il faut qu'il y ait un code, un vrai code, où c'est un enfant que vous perdez. Et ce ne doit pas être une affaire de 10 millions. 10 millions, c'est rien. Encore que, on n'atteint pas ces chiffres dans certains cas. Et encore que, ce ne doit pas être une affaire d'argent. Ça peut être une affaire de prise en charge carrément de certains besoins de cette famille jusqu'à vie. Il faudrait que le Parlement, sous l'impulsion de la Commission de défense, travaille sur un vrai code d'indemnisation des citoyens togolais, militaires ou civils, qui meurent en luttant, en se battant de façon explicite. Voilà. Que pensez-vous de cette idée du docteur Foligada? Je pense que il a tout à fait raison. C'est ce que je disais tantôt. Oui. Il ne faut pas que tout ça soit laissé au bon vouloir des dirigeants actuels. Mais il faut institutionnaliser. Formaliser les choses de manière à ce que nous sachions à quoi ces survivants ont droit, à quoi les familles ont droit, et il soulève un problème important. Ceux qui perdent leur vie sur le champ de bataille ont une famille, ont des enfants dont il faut s'occuper de l'avenir aussi. Et c'est normal que l'État prenne en charge ces besoins-là. Mais j'allais dire aussi que en amont, il faut s'assurer qu'ils travaillent dans de bonnes conditions pour qu'ils ne se fassent pas tuer en grand nombre. Est-ce qu'ils sont bien équipés? Est-ce qu'ils sont bien formés? On sait aujourd'hui que les terroristes auxquels nous avons affaire
ont de grands moyens, des fois des moyens plus importants que ceux des États auxquels ils s'attaquent. Donc, ce côté-là aussi en amont doit être pris en considération. Il faut absolument qu'on ait comme seul et unique souci de leur donner tous les équipements, sans réserve, dont ils ont besoin pour défendre efficacement le Togo. Alors, la DMP déplore, je cite, un silence assourdissant autour des victimes de ces attaques asymétriques, qu'elles soient civiles ou militaires. Fin de citation. Alors, la stratégie du gouvernement est de ne pas faire de la publicité gratuite pour les terroristes. Alors, je ne sais pas, une option qu'il a 1000 fois expliquée, pour vous, ça ne tient pas la route? Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord parce qu'il y a un problème de redevabilité aux Togolais qui sont concernés. Il faut que nous ayons les informations sur ce qui se passe et qu'on sache à quoi s'attendre. Il faut que les Togolais puissent, eux aussi, plus ils ont l'information et plus ils peuvent être sensibilisés et apporter leur contribution, surtout les populations qui sont dans les zones qui font l'objet d'attaques. Nous ne sommes pas d'accord avec l'opacité, nous appelons ça tout simplement de l'opacité qui est en adéquation avec la gouvernance à laquelle ce régime nous a habitués, où on n'a pas la culture de redevabilité. Et nous pensons que les choses doivent changer. Bien, avant de poursuivre sur notre entretien, Hervé nous remémore d'autres événements de l'actualité nationale de la semaine, notamment la commémoration du 13 janvier par des OSC et des partis politiques de l'opposition qui réclament l'organisation d'une élection présidentielle cette année même. 13 janvier 1963, 13 janvier 2025, les Togolais ont commémoré lundi le 62e anniversaire de l'assassinat du premier président togolais Sylvanus Olympio. Une occasion pour un quarteron de partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile de rendre un hommage à celui-ci. Ils ont profité de cette commémoration pour réaffirmer leur rejet de la nouvelle constitution et réclamer l'organisation cette année d'une élection présidentielle. C'était au cours d'une conférence de presse organisée à Lomé. Professeur David Dossé, premier porte-parole du FCTD. Cette nouvelle constitution qui nous conduit dans la 5e République, qui est une violation flagrante des dispositions constitutionnelles de la 4e République et qui surtout est un véritable crime contre la nation togolaise. Cette constitution est un coup d'État et donc il était important qu'en tant que fils de ce pays, nous puissions encore une fois réfléchir à une manière appropriée de répondre à cette forfaiture. Le 13 janvier est une date très importante pour le Togo et pour nous c'est une date symbolique sur laquelle nous avons voulu nous appuyer pour démontrer encore notre volonté de convergence, démontrer notre envie de nous mettre ensemble pour résister fortement et efficacement contre cette forfaiture du 6 mai 2024. Nous comptons fortement sur le soutien et la prise de conscience du peuple togolais. Et donc c'est un appel que nous lançons, l'appel du 13 janvier 2025 à la nation togolaise et qu'elle dise définitivement non à ce qu'on cherche à nous imposer par la force. La 5e République, la présidence à vie, l'impossibilité pour le peuple togolais de se choisir ses propres dirigeants. Nous n'acceptons pas. À chacun son agenda, la Cour constitutionnelle, de son côté, a entamé lundi, dans le cadre des élections sénatoriales du 15 février prochain, une session de relecture des tests relatifs au contentieux. Il s'agit pour les membres de la juridiction de revisiter les dispositions juridiques, approfondir les connaissances sur les litiges et harmoniser les points de vue sur l'interprétation du code électoral en cas d'éventuelle contestation. Professeur Djobo Babakan Koulibaly, président de la Cour constitutionnelle. Nous n'oublions pas qu'une élection met en présence des adversaires qui s'affrontent dans les urnes et que c'est l'intervention de notre juridiction qui permet à cet affrontement de ne pas se poursuivre dans la rue. Bien davantage que dans les temps ordinaires. Le moment électoral, en raison des enjeux dont il est porteur,
est celui qui assigne à la Cour une mission de garante de la paix sociale parce qu'elle est l'instance dont l'intervention devra apporter des solutions juridiques aux affrontements électoraux. Toujours dans la perspective de la mise en place du Sénat, l'une des institutions prévues par la Constitution de la Ve République, la première réunion des conseillers régionaux convoqués de droit par le gouverneur, conformément à la loi, ont permis de doter les conseils régionaux cette semaine de leurs organes exécutifs sur l'étendue du territoire national, même dans la région centrale qui attend toujours la nomination de son gouverneur. Bien, madame, des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile se sont réunis le 13 janvier dernier pour commémorer le 13 janvier, mais en dehors de cela, ils ont demandé, réclament l'organisation cette année d'une élection présidentielle en se basant sur la constitution de la 4e République, alors que on a déjà une nouvelle constitution. Alors, comprenez-vous la position de ces partis politiques et de ces organisations de la société civile, et êtes-vous prêt à vous associer à cette revendication? Oh là là, monsieur Delabo, comment pourrais-je ne pas comprendre lorsqu'on sait que, et vous le savez très bien, que le 10 janvier déjà, nous avons tenu une conférence de presse à la DMP qui regroupe 4 partis politiques en plus de 7 organisations de la société civile. Une conférence de presse au cours de laquelle nous avons bien sûr fait le bilan de la lutte que nous avons menée en 2024, mais aussi aborder les perspectives. Et dans les perspectives, nous avons dit de manière très claire que le 22 février sera une date, le 22 février 2025, sera une date à retenir. Ce sera une date à partir de laquelle nous considérerons que, eh bien, le dernier mandat arraché par celui qui préside aux destinées de ce pays prendra fin. Il n'est pas question de se laisser berner par ce coup de force constitutionnel et de laisser enterrer comme ça les aspirations des Togolais à l'alternance. Donc, nous avons dit que nous considérons que cette année, eh bien, les Togolais devront choisir leurs dirigeants. Est-ce que vous n'êtes pas dans l'illusion, dans les rêveries, puisqu'il y a une nouvelle constitution qui a été votée, qui est déjà en vigueur dans le pays? Comment Si vous me dites ça, oui, alors vous me dites de me croiser les bras face à l'oppression rouleau compresseur qui passe sur tous les Togolais. Et vous déniez le fait que avant nous, les peuples qui se sont battus ont adopté des positions qui sont semblables aux nôtres. C'est trop facile de se dire la Constitution a été adoptée et promulguée et on n'y peut rien. On est devant le fait accompli. Mais dans ces conditions, rien ne changerait dans la vie des hommes. Or, l'histoire de l'humanité nous montre que les peuples mobilisés et motivés par des aspirations profondes ont réussi à se dresser contre un ordre établi qui est un ordre injuste. Et c'est vraiment le cas ici. Ce qui a été fait a consisté à mépriser la souveraineté des Togolais. Et vous nous dites, laissez-vous faire, laissez faire, couchez-vous. Ce n'est pas de l'illusion, ni de l'utopie, mais c'est de reconnaître que le dernier mot revient au peuple et de faire en sorte que le peuple prenne ses responsabilités pour qu'on le laisse établir les règles qui vont gouverner notre vie commune. C'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, madame, pendant que l'opposition continue de rejeter... Et je me réjouis. Oui. Je me réjouis
de cette convergence de vues, parce que nous avons, nous aussi, ce 10 janvier, l'a dit de manière très claire, qu'il appartient au peuple. Il appartient au peuple de prendre ses responsabilités. Et notre rôle, c'est de faire en sorte que ce peuple soit de plus en plus conscient. On le sent venir. Mais quand vous dites on sent que beaucoup de quand vous dites qu'il faut que le peuple indignés. prenne ses responsabilités, qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Mais qu'ils disent non. Il a le droit. Tous disons que les principes universels de droits humains fondamentaux reconnaissent le droit à un peuple de se lever et de dire non, de manifester pour dire non. Vous pensez que ce droit a disparu au Togo? On peut le confisquer comme ça? Le peuple peut se servir de ce droit-là. Ce n'est pas parce que dans la Constitution qu'on veut imposer, on a sorti tout ce qui est droits humains fondamentaux qu'on a renvoyé en annexe que du coup au Togo, nous n'avons plus de droits. Madame Majamago, pendant que l'opposition continue de rejeter la Constitution du 6 mai 2024, l'opposition de son côté continue de travailler à la mise en place des institutions de la 5e République. C'est ainsi que mercredi dernier, les bureaux exécutifs des conseils régionaux ont été élus. Vous avez dit l'opposition? Excusez-moi, oui, pour que je vous comprenne bien. J'ai dit, pendant que l'opposition continue de rejeter la Constitution du 6 mai 2024, le pouvoir de son côté continue de travailler. Très bien. Peut-être que j'ai dit... Vous aviez dit l'opposition continue de travailler. Alors, le pouvoir de son côté continue de travailler à la mise en place des institutions de la 5e République. Donc, c'est ainsi que mercredi dernier, les bureaux exécutifs des conseils régionaux ont été élus. Et donc, ça veut dire que nous rapprochons des prochaines élections sénatoriales prévues pour le début du mois de février, le 2. Alors, à l'instar de la plupart des partis de l'opposition, la DMP refuse aussi de prendre part à ces sénatoriales-là. Alors, voudrez-vous bien nous expliquer les raisons qui font de cette position, si ce n'est peut-être la peur de mot de nouveau, la poussière, comme ce fut le cas aux législatives? Oh, monsieur Delagbo, vous parlez comme si nous étions en véritable démocratie où les règles du jeu sont claires et respectées par tout le monde. Moi, je ne considère pas que nous avons mordu la poussière aux élections législatives. Je dis tout simplement qu'il y a eu un scandale, un des plus gros scandales électoraux auxquels on a assisté le 29 avril 2024, et que justement ça rentre dans la logique de coup de force, un coup de force électoral pour conforter le coup de force constitutionnel qu'on a initié pendant que nous étions en pleine campagne électorale pour les législatives. Et donc vous nous demandez qu'est-ce qui justifie notre position. Eh bien, d'abord, je voudrais rappeler que s'agissant du Sénat, nous avons toujours pris position contre ce Sénat-là en disant nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons pas besoin. Il y a eu un débat au moment où... Vous n'avez pas eu des candidats quand on avait élu les conseils régionaux, la DMP n'avait pas eu de candidats? Bien sûr. Bien sûr, on a eu des candidats, mais les conseillers régionaux, vous pensez qu'ils servent tout simplement, ils doivent servir tout simplement à élire les sénateurs? Non, ils ont un rôle, leur rôle principal, c'est dans le développement de la région. Et donc, c'est normal que nous présentions des candidats. Et d'ailleurs, je rappelle même qu'on a tout fait pour minorer le nombre de conseillers potentiels que nous pourrions avoir, en rejetant beaucoup de listes pour ces élections régionales. Donc, nous avons toujours été contre. On n'a pas besoin d'une deuxième chambre, parce que ça va constituer
une charge supplémentaire. Malgré nous, ça a été fait. Ça a été introduit dans la Constitution. Bon. Ça l'était déjà dans la Constitution de 92? Oui, ça a été introduit dans la Constitution de 92. Initialement, ça n'était pas ce débat-là, c'est un vieux débat. Alors, donc, on l'introduit, ok. Et puis, comme par hasard, après les élections communales, il y a beaucoup de problèmes. On a installé les conseils municipaux qui constituent le premier niveau de décentralisation, mais il y a des problèmes à ce niveau. Tout n'est pas encore huilé. Au contraire, on en est juste à la première expérience. Et tout le monde sait que ces conseils-là ont d'énormes problèmes, à commencer par les problèmes de ressources pour jouer leur rôle. On ne pense pas à les conforter, mais on s'est dit tout de suite, organisons des sénatoriales. Et organisons des sénatoriales dans ce contexte-là où on a fait un coup d'État constitutionnel. Or, on sait que dans leurs attributions, eh bien, ces sénateurs, dans les attributions qu'ils partagent, ces conseillers qu'ils partagent avec les élus municipaux, doivent élire des les sénateurs qui, eux, à leur tour, doivent contribuer à installer les institutions de la 5e République qu'on est en train de vouloir imposer aux Togolais. Alors, dans ces conditions, pour nous, c'est très clair qu'aller à ces élections-là, c'est participer à la mise en place des institutions de la 5e République. C'est être d'accord avec les institutions de la 5e République. Oui, madame, contrairement à vos collègues de l'ANC et des FDR qui ont refusé de siéger à l'Assemblée nationale, vous êtes à l'Assemblée nationale. Oui. Et l'une des raisons que vous évoquez pour expliquer ce choix, c'est de faire de l'Assemblée nationale une tribune pour défendre les Togolais. Alors pourquoi alors refusez-vous le Sénat qui pourrait être encore une seconde tribune pour vous? Parce que la situation n'est pas la même. Les sénateurs, vous savez très bien, ne sont pas élus au suffrage direct. Ce ne sont pas les Togolais qui vont les élire. Il y a un corps électoral qui a déjà été constitué et que UNIR contrôle par l'usage massif de la fraude. Alors, dans ces conditions, pourquoi voulez-vous qu'on aide à poursuivre les forfaitures qu'on a déjà commencées en allant à ces élections? Et vous allez à ces élections, ce qui est plus grave, politiquement, ça veut dire que vous dépendez le résultat de ces élections, que vous soyez élu ou pas, dépendra uniquement du bon vouloir d'UNIR. À moins que vous alliez négocier pour être sûr que vous serez élu. Oui. Justement, vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Ça veut dire que on arriverait à se retrouver dans une situation où UNIR deviendrait un État, un parti-État. Donc, l'opposition n'existerait plus. Parce que si vous êtes élu par UNIR, ça veut dire que vous êtes redevable à l'UNIR. Que vous devez, on est en politique, il n'y a rien sans rien. Ça veut dire que en contrepartie, UNIR s'est assuré que vous appliquerez sa politique. Oui, justement, malgré le boycott. Vous voulez qu'on se mette dans ça? Malgré le boycott sénatorial prôné par la plupart des partis politiques de l'opposition, certains de leurs militants y ont participé, in tutti personae, aux réunions ayant abouti à l'élection des bureaux exécutifs des conseils régionaux. Alors certains ont même été élus au sein de ces bureaux. Alors quelle est votre analyse de cette situation? La lassitude de végéter dans l'opposition, comment comprendre? Comment est-ce que vous trouvez ça?
Moi, ce que je crois, c'est qu'il n'y a rien qui puisse justifier ce genre d'attitude. Mais les gens ont fait des choix. Ils ont fait des choix. Ils savent comment un parti fonctionne. Et la suite logique de ces choix-là aussi, ils le savent. Un parti qui donne des consignes qui ne sont pas suivies par leurs militants, eh bien, ce parti, s'il veut être cohérent, conséquent avec lui-même, se doit de tirer toutes les conclusions. Donc, nous, on n'est pas concernés, mon parti n'est pas concerné, l'ADMP n'est pas concerné. Donc, permettez-moi de m'en arrêter uniquement à ces mots. Bien, madame, vous venez de boucler une année de votre mandat de député. En tout cas, vous avez fini un exercice, un premier exercice, une première expérience. Alors, cela vous a-t-il conforté dans votre choix de siéger, d'être une lionne, je ne sais pas de quelle couleur, rose, parmi au sein d'une forêt bleue? Est-ce que cela vous a conforté dans le choix que vous avez fait? Ben, absolument. Absolument, même si je reconnais que ce n'est pas facile. L'exercice n'est pas aisé. Oui. Ce n'est pas du tout aisé, mais parce que nous étions là, eh bien, nous avons pu voir ce qui s'y passe. Nous avons pu nous exprimer au nom du peuple togolais à des moments bien précis. Par exemple, au sujet de cette constitution promulguée le 6 mai 2024, nous avons eu l'occasion de dire que c'est une constitution qui est contestée par les Togolais. Et en conséquence, nous avons refusé de voter. On a commencé par le règlement intérieur qui était adossé à cette constitution-là. Nous avons refusé de le voter. Nous avons eu l'occasion, parce qu'il faut se dire que cette première année, ce qu'il y a eu d'essentiel, et ça se comprend, ça veut dire que la priorité, la seule priorité des autorités, c'est de mettre en place les institutions de cette constitution qui est rejetée. Et donc, il n'y a pas eu grand-chose de fait après ça. On s'est même demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il a fallu qu'on arrive à la deuxième session, qui est la session budgétaire, pour avoir une autre occasion pour jouer notre rôle, pour être là et regarder ce qui se fait et voir si ça se fait, veiller à ce que ça se fasse dans l'intérêt des Togolais, ce que nous avons fait. Et le fait majeur de cette session, c'est le vote du budget. Voilà. Le vote du budget, c'est une session budgétaire. Et nous avons pu, au nom des Togolais, dire haut et fort déjà que ce n'était pas normal que la procédure prévue par la loi organique de 2014 relative aux lois de finances n'ait pas été respectée. Tout s'est fait en violation de cette procédure. Et ce n'est pas normal qu'un exercice aussi important dans la vie des Togolais ait été bâclé. Parce que, pour des raisons qu'on ne sait pas, le régime n'a transmis à l'Assemblée nationale que le 6 décembre. Le projet de budget. Le projet de budget qui aurait dû parvenir à l'Assemblée déjà dans la dernière semaine de septembre. Eh bien, on a comprimé tout le processus et on a fait en sorte que ce budget soit adopté et examiné, adopté en moins de 2 semaines. Ce qui n'est pas
normal. Alors, moi, Dans ces conditions difficiles, nous avons quand même eu à jouer notre rôle, à poser des questions dans l'intérêt des Togolais. Nous avons fait observer que ce n'était pas normal que la dette intérieure, que les ressources destinées à rembourser le coût de la dette et la dette elle-même soient aussi importantes. Ce n'est pas normal. Nous avons fait observer, nous nous sommes indignés de la faible contribution des sociétés d'État et des sociétés dans lesquelles l'État a des dividendes et dont les revenus auraient pu servir à faire des investissements ou à subvenir aux besoins sociaux des Togolais. Très faible contribution de ces sociétés-là, comparée à une contribution importante des ressources fiscales, c'est-à-dire la pression qu'on met sur les citoyens en tant qu'acteurs économiques, et vous savez qu'ils sont nombreux dans le secteur informel, c'est des citoyens de toutes catégories. La pression qu'on met sur les entreprises dans le secteur privé et tout ça. C'est bien, on est d'accord, dans tout pays, on a besoin de recettes fiscales, mais ce n'est pas normal qu'on fasse en sorte que les ressources naturelles du pays qui sont exploitées, hein, et le phosphate est là, le clinker qu'on exploite et tout ça, le port de Lomé. Mais comment ça se fait que ces entreprises-là ne contribuent, ne soient dans le lot des ressources non fiscales qui représentent à peine 3%, un peu plus de 3% de ce budget? Ce n'est pas normal, on l'a dénoncé. Nous avons posé des questions dans le domaine social. Des routes qui sont entamées et qu'on met des années à terminer. Où est passé l'argent? Qu'est-ce qui est prévu enfin pour que cette année les Togolais puissent circuler normalement et pour réduire tous les désagréments que ça cause aux Togolais un peu partout dans Baie et autres. Nous avons demandé à savoir qu'est-ce qui est prévu pour que nos femmes qui apportent une contribution importante à l'économie et dont les marchés sont brûlés, et qu'est-ce qui est prévu pour la reconstruction de ces marchés? Et nous avons demandé à voir un peu plus clair aussi dans les contrats qui sont signés par les sociétés dont j'ai dénoncé la faible contribution tout à l'heure. Je considère qu'en faisant tout ça, nous sommes dans notre rôle de représentants des Togolais. Et ce sont des questions que les Togolais se posent. Ce sont des attentes des Togolais de la part du budget de 120 000. Parce qu'on n'a pas eu de réponse satisfaisante. Parce que nos suggestions, nos préoccupations n'ont pas été prises en compte. Eh bien, nous avons voté contre ce budget. Alors, et parce que nous étions là, nous sommes en mesure maintenant, nous sommes en intercession, je peux rendre compte aux Togolais, je peux leur expliquer tous les enjeux pour qu'ils prennent leurs responsabilités. La souveraineté leur appartient. Voilà. Alors, dites-moi, je ne sais pas si la question vaut encore le coup d'être posée, quelles sont les leçons que vous avez tirées donc, finalement de ce premier exercice et dans quel état d'esprit vous préparez-vous pour la prochaine session parlementaire? Eh bien, les leçons tirées, c'est que ce que nous avons commencé à faire, communiquer, rendre compte régulièrement aux Togolais de ce qui se passe, c'est une bonne stratégie
qu'il faut continuer à utiliser. Parce que le feedback des Togolais est que, madame, parce que vous êtes là-bas, on sait ce qui se passe maintenant. Et donc, il faut continuer à le faire. Parce que ces informations-là, il ne faut pas considérer qu'on informe pour rien. Non, 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 ça éclaire les Togolais. Et ça va éclairer leur prise de décision aussi. Il faut qu'on s'organise beaucoup mieux. Qu'on s'organise beaucoup mieux, qu'on se prépare pour l'étude des dossiers que nous avons. Il n'y en a pas eu beaucoup, vraiment, cette année, mais nous avons eu une idée de l'organisation qu'il faut mettre en place tout autour pour pouvoir apporter une contribution vraiment efficace et dénoncer ce qu'on n'a pas pu réussir à influencer. Alors maintenant, en dehors de votre travail de parlementaire, pourriez-vous nous à présent nous proposer un bilan sommaire de l'année 2024 de la DMP, puisque la DMP, il y a vous et puis il y a les autres aussi. Eh bien, quels ont été vos accomplissements en tant que DMP au cours de l'année 2024? Nous sommes toujours dans le combat. Et en 2024, nous avons, sur le plan politique, eu à dénoncer et continuons de dénoncer le coup de force constitutionnel. Nous avons eu à dénoncer les violations des droits de l'homme, des libertés individuelles et des libertés publiques. Nous les avons dénoncées et continuons de les dénoncer. Alors vous me direz, ça sert à quoi? Les détenus politiques sont toujours en prison. Vous n'avez toujours pas repris des manifestations. C'est toujours difficile. Tenez, la dernière fois, touche pas à ma constitution, une coalition à laquelle nous appartenons a voulu organiser une rencontre à Broda-Home. Bien, vous vous imaginez, on a fait pression pour que là aussi, comme on nous a fait à motiver lorsqu'on avait prévu la rencontre avec les Togolais lors de la visite du député Guy Marius Sagna, eh bien, on nous a refusé l'utilisation de la salle. Oui, c'est des réalités. Mais nous les dénonçons et nous résistons. À motiver dans l'année, quand on nous a refusé la salle, nous avons trouvé la solution alternative du siège de la CDPA qui n'a pas plu et qui a amené le régime dictatorial à sortir de ses gonds pour montrer encore une fois au monde entier sa vraie face en nous agressant. Tout ça. Mais pour l'instant, on ne sait pas qui vous a agressé. L'enquête continue. Oh ben écoutez, et pourquoi nous on considère que la seule manière pour ce régime de s'innocenter, c'est de donner les résultats, pour une fois, de cette enquête qui a été ouverte. Aussi longtemps qu'on ne les donnera pas, nous considérerons que c'est un aveu de culpabilité. Et donc, je voulais dire que tout ça là, on ne peut pas dire que ça n'a servi à rien. Le Togo, on voit le Togo. Cette année, nous avons amené l'opinion publique internationale et africaine et la communauté internationale aussi à voir un peu plus que ce que le régime fait à travers sa diplomatie n'est que du bluff. Ce n'est que du bluff. La preuve, il y a une décision importante qui a été prise. C'est celle du MCC qui a suspendu pour l'instant la décision relative à l'éligibilité du Togo à la phase compacte du programme. Donc, ce n'est pas rien. Politiquement, c'est un signal
qui a envoyé en direction du Togo et qui veut dire, nous voyons que dans votre pays, il y a encore trop de violations des droits des Togolais. Les Togolais ne sont pas protégés alors que c'est votre rôle. En tant qu'État, vous avez pris des engagements. Ce sont les États qui sont comptables du respect des droits des citoyens et qui sont tenus de les protéger. Au lieu de faire ça, au contraire, nous avons un État qui est lui-même l'auteur de violations. C'est une situation qu'on leur demande de corriger. Voilà. Il faut qu'ils corrigent. Voilà, pour boucler cette partie, alors dites-nous, que retiendrez-vous de l'année 2024 au Togo? En bien ou en mal, 1 ou 3 événements? Le minimum. Et si vous étiez donné désigner la personnalité de l'année au Togo en 2024, qui porteriez-vous votre choix? Le minimum qu'on puisse dire, c'est que cette année a été une année de recul. L'année 2024. Sur le plan 2024, sur le plan politique et le plan du respect des droits humains. Ça a été une année de souffrance accrue sur le plan social. Une année où notre économie a encore montré qu'elle ne tient pas. Elle ne tient pas sans l'argent qu'on va chercher tout le temps ailleurs, pas pour vraiment investir là où on peut récolter des produits, mais même pour fonctionner au quotidien, pour payer les salaires. On le fait, on en est arrivé là. Et donc, il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. Maintenant, vous me demandez s'il m'était donné de choisir une personnalité de l'année 2024. Une personnalité de l'année. Je dois dire que je ne suis pas familière à ce genre d'exercice, oui. Et je ne sais pas si j'ai la légitimité, quelle est la légitimité que j'ai pour choisir, mais je dirais politiquement, par reconnaissance à un allié de taille des Togolais, moi je désignerais comme personnalité de l'année une personnalité extérieure qui a montré son attachement à représenter les intérêts et les préoccupations du Togo dans l'espace communautaire de la CEDEAO. Et vous le devinez, je désignerai Guy Marius Sagna. Eh bien, merci madame, nous allons observer une pause. Suicidé en ingurgitant une substance toxique. Malgré les efforts déployés par la CNDH qui a dépêché une équipe le 7 janvier au chevet de la fillette, hospitalisée au service de pédiatrie du CHU Sylvain Olympio à Lomé, ceux du ministère de l'Action sociale et d'autres acteurs pour sauver Justine. Celle-ci a malheureusement rendu l'âme le 9 janvier dernier. Cette affaire qui a ému plus d'un interroge sur les mariages précoces ou forcés, sur la problématique de la protection des enfants. Alors madame, rapidement, un mot sur la réception du marché de Sokodé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est une bonne chose, mais j'ajoute aussi en même temps qu'il était temps. Il était temps et j'ai posé le problème tout à l'heure. Il y a à faire. Il y a vraiment à faire dans ce domaine. Et la reconstruction de ces marchés devrait être une priorité. Que cette année, les grands marchés d'Adaulato, d'Agoignivé et autres vont être reconstruits pour que les femmes puissent travailler dans des conditions décentes. Alors, on vous connaît très sensible aux questions, aux droits des femmes. Et ces derniers temps, on a beaucoup parlé d'une adolescente qui se serait suicidée parce qu'elle ne digérait pas d'avoir été forcée d'épouser un homme de loin plus âgé qu'elle. Alors, comment avez-vous accueilli cette information? Avec beaucoup de colère et de frustration, d'autant plus que dans ma vie professionnelle,
Je coordonne un réseau des droits des femmes, vous savez, Oui. et j'ai initié à ce titre un programme régional sur le mariage des enfants, qui est un mariage forcé aussi, parce qu'un enfant, dans tous les cas, une mineure, ne peut jamais consentir à une union. Oui. Et donc, malgré ce programme qui est mis en œuvre, voyez-vous, il y a tellement à faire. Et les organisations non gouvernementales font ce qu'elles peuvent, mais n'ont pas la même capacité que les États. Et donc, leur contribution ne peut être que complémentaire à celle de l'État, qui doit non seulement poser des règles très claires dans ce domaine-là, des règles qui ne permettent pas de se dire « Oh, même l'État reconnaît que, bon, une fille à 16 ans, à partir de 16 ans, quand on l'a mise enceinte, même l'État accorde une dispense pour qu'on l'épouse. » C'est le lieu pour moi de dire que cette disposition-là doit être revue. Parce qu'on croit pouvoir protéger une fille mineure en facilitant le mariage de cette fille. Au contraire, on la jette dans les bras d'un prédateur. Celui qui épouse une mineure et qui enceinte une mineure, c'est un criminel. Point final. Il faut l'obliger à assumer ses responsabilités, le punir de telle façon à décourager les autres. Oui, et il y en a qui disent que c'est la pauvreté aussi qui explique un peu ces unions forcées. Ben, c'est certainement que la pauvreté, la situation de pauvreté intervient parce que ce père-là qui force sa fille pour 127 000 francs à épouser un monsieur beaucoup plus âgé et qui plus est coutumier de la chose. Parce que il semble qu'il n'a que des femmes très très jeunes et même mineures. Et donc, ce monsieur-là, il faut... sa logique est un peu proche de celle de certaines normes coutumières et de certaines croyances qui veulent que quand morphologiquement une fille commence à pousser des seins ou à ses menstrues, ça y est, elle est prête à être donnée en mariage, ce qui est faux. Mais malheureusement, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que l'État doit envoyer des signaux très clairs qui ne confortent pas ces pratiques coutumières. Et quels signaux, par exemple, à quels signaux pensez-vous? Nous disons, les lois sont là, oui. Elles sont bonnes, il faut les appliquer. Il faut les appliquer, mais nous disons qu'il faut les améliorer aussi en supprimant la dispense de mariage qu'on accorde pour une fille de 16 ans. Ce n'est pas normal. Le principe est qu'une fille doit être majeure. Elle doit psychologiquement être prête, être formée physiologiquement pour assumer ses responsabilités. L'État ne peut pas, sous prétexte de protéger cette fille-là, autoriser à l'épouser alors qu'elle est mineure. C'est quelque chose qu'il faut voir. Et l'État doit mettre en œuvre des programmes à plus grande échelle. Les ONG sont là pour apporter leur contribution aux côtés de l'État, mais il faut qu'ils comprennent que les stratégies de lutte qui marchent à petite échelle, il leur appartient de les récupérer pour les mettre en œuvre à plus grande échelle. Je vous ai dit, nous on travaille par exemple sur le sujet dans la région des savanes, même si les activités de sensibilisation sur les médias arrivent à toucher certaines localités de la région des plateaux où ce problème s'est posé, nous n'avons pas eu la capacité de mener ce programme-là sur toute l'étendue du territoire. Mais l'État peut le faire. L'État sait où il y a des poches de cette pratique-là.
où dans certaines localités, 7 filles sur 10 ou 8 filles sur 10 connaissent le sort de Justine. On les oblige, on les donne en mariage. Parce qu'on a besoin d'argent, parce qu'on veut, soi-disant, protéger l'honneur de la famille. On a peur que cette fille flirte avec des hommes et tombe enceinte, ce qui ferait une honte. Il y a des tas de raisons. Mais il faut faire un travail pour provoquer des changements dans les communes. Alors, nous allons à présent aborder un sujet qui est à cheval entre l'actualité nationale et celle internationale. Il s'agit des propos tenus par le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet. C'est nos confrères de Vox Africa. Je vous prie de l'écouter. Pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda, si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Je vous dirai qu'ils vous diront oui. Les peuples africains veulent être eux-mêmes. Quand vous nous voyez, nous ne sommes contre personne. Nous le disons sans cesse. Nous voulons être nous-mêmes. Pour nous aujourd'hui, le président Assimi Goïta est une chance pour le Mali. Le rôle assigné à l'Afrique aujourd'hui est lamentable. L'Afrique est utilisée seulement pour servir les grandes puissances. Et ce n'est pas normal. Ce n'est plus admissible. Inadmissible. Quand la guerre entre l'Ukraine et la Russie a commencé, les pays africains ont été mis sous pression pour se positionner. Nous avions dit non. Non pour l'un, non pour l'autre. Parfois, en tant qu'Africain, j'ai même honte de voir des Africains ordinaires. Donc, il n'y a pas que les politiques, ordinaires. Dans leur raisonnement, dans leur manière de penser, de parler, ils ont l'impression qu'on a besoin de l'autre pour exister. L'Africain a peur de s'affirmer. L'Africain a peur de se prendre en charge. Mais ce n'est pas normal. Donc, c'est un problème général que nous devons résoudre. Peut-être qu'on a été traumatisés. Voilà, donc c'était Robert Doucet, le ministre des Affaires étrangères du Togo. Alors, le Togo n'exclut pas de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, Dixit, donc Robert Doucet. Alors, quelle est votre analyse de cette déclaration? Quel pourrait être le message caché derrière ces propos? Et à qui est-il destiné et à quelle fin? Vous savez, moi je voulais d'abord faire observer qu'en écoutant ce discours-là, on se dit waouh! Waouh, c'est un discours très panafricaniste. Mais quand on sait de qui ça vient, on se dit, et quand on connaît les pratiques de l'État dont le représentant tient ce discours, on se dit c'est du panafricanisme frelaté. Frelaté parce que même s'il prétend que il laisse entendre que le Togo peut adhérer à l'AES, mais il a raison de dire que c'est le souhait de la grande majorité des Togolais. Mais la grande majorité des Togolais est lucide et voit aussi que si le Togo décide de surfer sur ce vent de panafricanisme, ce n'est pas pour le bien des Togolais. C'est pour se maintenir, c'est pour maintenir que ce régime-là qui représente le Togo puisse se maintenir à la tête du pays contre la volonté des Togolais. Quel est le rapport? Les Togolais veulent bien que le Togo fasse partie de l'AES parce que les Togolais ont compris que la vision de ces leaders de l'AES qui ont une très grande légitimité, que tout le monde voit, va dans l'intérêt de leur peuple. Ce qui est tout à fait à l'opposé de notre situation. Celui qui tient ce discours sait très bien que le régime qu'il représente n'a pas la légitimité des dirigeants de l'AES, ne pratique pas les mêmes valeurs, à commencer par la souveraineté. Quelle est la mesure de la légitimité? Parce que justement ces dirigeants de l'AES, ils sont arrivés par coup d'État. La mesure de la ils sont arrivés par coup d'État, mais un coup d'État adoubé par leur peuple. Et dans certains cas même, le peuple a contribué à renforcer, à la réussite de ce coup d'État. Je me souviendrai toujours du cas du Burkina. Qu'on m'a dans la nuit,
les Burkinabés se sont organisés. Moi-même, je suivais sur les plateformes pour se mobiliser, faire en sorte que ceux qui veulent faire échouer le coup d'État n'y arrivent pas. Donc, ils ont la légitimité que le régime actuel n'a pas. Ils ont le souci, ils ont des pratiques. La souveraineté des pays dont on parle, elle vient d'où? Qui détient la souveraineté? Et eux, ils ne font que détenir une souveraineté qui appartient au peuple. Cette souveraineté-là dérive de la souveraineté originelle du peuple qui concède ses droits souverains à ses dirigeants qu'il a élus dans la transparence. Ici, vous prévalez, vous prétendez rentrer dans ce combat pour la souveraineté des pays africains et vous commencez déjà, vous êtes dans une situation où vous violez la souveraineté de votre peuple. Vous êtes dans une situation où on ne voit pas vous pratiquer une gouvernance qui va à l'encontre des intérêts de votre peuple. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de dire, de montrer la déception qu'on a par rapport au fonctionnement de la CEDEAO? Mais pourquoi on a une déception? Parce que la CEDEAO est gouvernée, fonctionne dans cette logique-là de servir les intérêts étrangers plutôt que les intérêts des peuples de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO prend des mesures qui montrent qu'elle est dans la logique de souveraineté des chefs d'État qui se retrouvent en syndicat là-bas. Et c'est tout ça que les peuples reprochent à la CEDEAO. Mais pourquoi ils veulent quitter la CEDEAO? Est-ce que ce n'est pas à cause peut-être des pressions que nos pays subissent de la part des puissances extérieures? Mais donc, il faut commencer par repousser ces pressions chez soi. Poser des actes qui montrent que, à partir d'aujourd'hui, là, vos histoires de nous maintenir au pouvoir parce que nous servons vos intérêts là, on n'est plus dedans. On laisse les Togolais choisir librement leurs dirigeants. Et on négocie avec les partenaires du pays que nous voulons qui servent nos intérêts. On gouverne uniquement en étant au service des intérêts des Togolais. On serait crédible. Vous voyez, les Togolais applaudiraient. Donc, pour me résumer, je voudrais dire juste une chose. Les Togolais, oui, veulent que leur pays soit dans l'AES et prient tous les jours que l'AES se renforce. Mais sans ce régime-là, qui ne change pas de gouvernance. Et d'ailleurs, s'il changeait de gouvernance, l'actuel tenant ne serait pas là. C'est un dilemme. Mais je pense qu'il faut arrêter ce jeu-là. Il faut arrêter ce jeu malsain. Et je voudrais lancer un appel aux populations de l'AES qu'elles se méfient, qu'elles prennent leurs responsabilités, qu'elles ne laissent pas faire, parce que ce serait introduire un cheval de Troie, le loup dans la berge. Bien, place à l'actualité hors du Togo. Pour le rappel de certains événements de la semaine, nous nous confions aux bons soins d'Anani Vidrakou. Après les Galais et Tchadi, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a réagi à son tour aux propos du président français Emmanuel Macron qui a dénoncé ce qu'il a appelé l'ingratitude de certains pays envers Paris. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux, a déclaré Ibrahim Traoré lors d'une cérémonie de vœux lundi à Ouagadougou. Il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains.
parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devra nous prier. Au Mozambique, Daniel Chapo est devenu le 5e président de la République. Il a été investi mercredi et prolonge ainsi le règne sans partage du Frélimo, parti au pouvoir depuis près de 50 ans. Son élection est toujours contestée par l'opposition mozambicaine menée par l'opposant Venancio Mondlane qui avait appelé la population cette semaine à 3 jours de grève nationale. Pour rappel, l'investiture du président Daniel Chapo s'est tenue dans un climat de tension inédit. En Corée du Sud, le président suspendu Yoon Suk-yeol a été arrêté et visé par un procès en destitution après avoir brièvement instauré la loi martiale le 3 décembre dernier. Le président Yoon Suk-yeol a été arrêté à l'issue d'un nouvel assaut contre sa résidence ce mercredi 15 janvier. Le 3 janvier, une première tentative avait tourné au fiasco. Les enquêteurs souhaitaient l'interroger sur son initiative ratée du début du mois dernier. Jamais un chef d'État en exercice n'avait été arrêté en Corée du Sud. Selon des sources, Yoon Suk-yeol risque son poste et est sous le coup d'une enquête pour rébellion et pour avoir instauré brièvement la loi martiale le 3 décembre, une mesure choc rappelant les heures sombres de la dictature militaire qu'il avait justifiée par sa volonté de protéger le pays des forces communistes nord-coréennes et d'éliminer les éléments hostiles à l'État. Et puis la guerre entre le Hamas et Israël après plus de 15 mois d'affrontements meurtriers entre Israël et le mouvement islamiste Hamas, un accord de cessez-le-feu a enfin été trouvé. D'après des sources proches des négociations relayées notamment par les États-Unis et le Qatar, la trêve doit entrer en vigueur ce dimanche et prévoit dans un premier temps la libération de 33 otages israéliens détenus par le Hamas. Alors, premier point de suite, le sujet, enfin, les échanges de propos entre le président français et ses homologues africains, c'est quand même ahurissant d'écouter le président français tenir les propos qu'il a tenus et la réaction des Africains, la virulence même de la réaction des Africains, c'est quand même extraordinaire ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est un signe des temps. Oui. Un signe des temps, ça confirme que nous allons véritablement vers la fin de la France-Afrique, qu'il y a une prise de conscience des Africains, il y a une nouvelle race des dirigeants africains qui arrivent au pouvoir et qui sont très jaloux de la souveraineté de leur peuple et qui ont le souci d'imposer la dignité des Africains, et on ne peut que s'en réjouir et déplorer quand même. Franchement, jamais on a vu un chef d'État français commettre autant d'impairs, je dirais même autant de gaffes diplomatiques. La preuve, c'est que après cette sortie-là, on a appris que le conseiller diplomatique a démissionné. Ah ben, il y a de quoi. Il y a de quoi. Si j'étais à sa place, je ferais pareil. L'histoire retiendra que ce président actuel aura été le plus gaffeur Mais est-ce que c'est peut-être sa jeunesse, parce que franchement on se demande son inexpérience. L'inexpérience plutôt que la jeunesse qu'elle a été son parcours. Oui. On a des jeunes présidents qui comprennent le fonctionnement d'un État et qui savent que en diplomatie il faut respecter la souveraineté des États. Ce qui est curieux, c'est que parce qu'il est jeune, justement, et qu'il n'a pas connu la France-Afrique au point culminant, on aurait pu penser qu'il n'aurait aucun mal à promouvoir les changements auxquels les Africains s'attendent dans les relations avec son pays, mais au contraire, on voit qu'il se braque et
il va de gaffe en gaffe. Et bon, pourquoi pas, c'est une autre manière de nous aider oui, c'est ça. à en finir avec ces... Il y a un auditeur qui a dit qu'il a ouvert les yeux aux Africains. C'est ça, c'est ça. Eh bien, au Mozambique, le nouveau président élu, Daniel Chapo, 47 ans, a prêté serment dans un climat de haute tension. Et son parti, le Frelimo, est au pouvoir depuis le... 50 ans. Oui, c'est quand même... Disons que c'est l'Afrique. C'est pas normal, c'est l'Afrique. Vous comprenez que je ne puisse soutenir ce genre de régime. Oui. Et quand on voit la manière dont les élections se sont déroulées, bon, on ne peut que déplorer. Ça ressemble un peu à la situation du Togo, je dirais beaucoup, hein, pas un peu, parce que, bon, au Togo, quoi, ça fait plus de 60 ans, 62 ans qu'on essaye d'exercer réellement le droit d'élire nos dirigeants. Et moi, je me demande comment les gens ne voient pas que on comprend clairement ce qui se passe. Comment un parti peut, dans un contexte de démocratie et d'élections transparentes, s'enorgueillir d'avoir tout le temps des élus pendant 50 ans. Oui. Quand même. C'est la preuve que ce pays a un déficit démocratique énorme dans ce pays aussi. Oui. Ah bien, un mot rapidement sur l'arrestation du président sud-coréen qui a été donc arrêté suite à sa décision de décréter la loi martiale. On voit que la démocratie marche quand même dans ces pays. Oui, mais on aurait voulu. C'est aussi la preuve que ça demande une vigilance quotidienne, oui, absolument. Parce que les pouvoirs, tant qu'il n'y a pas de contre-pouvoir en face, ont tendance à vouloir aller à l'encontre des droits. Et donc, on ne peut que se réjouir de ce que il y a eu des acteurs, des institutions qui ont joué leur rôle aussi. Oui. Et je voudrais féliciter le Parlement, qui a été très vigilant et qui, malgré les obstacles, a pu se réunir et prendre les décisions qu'il faut. Voilà. Dernier sujet de cet entretien, l'accord de paix qui est intervenu entre Israël et le Hamas, et je sais pas, un commentaire? Comme le dirait quelqu'un, c'est une bonne nouvelle, enfin. Oui. Et il faut prier pour que, après ce cessez-le-feu dont on prévoit, pour lequel on prévoit 3 étapes, qu'on pense vraiment que ça conduise à un règlement durable du conflit entre... Mais, madame, moi, je voudrais quand même, il y a une interrogation. Mais est-ce qu'il fallait arriver à toute cette destruction-là, aux morts qu'on compte par milliers? Et c'est la même chose avec la guerre en Ukraine où on se détruit, mais on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Ce qui se passe dans le monde, c'est qu'il y a des intérêts qui sont en jeu. On sait très bien que... On dirait que les hommes marchent sur la tête. Israël représente... l'hégémonie de l'Occident. On pourrait même dire que il contrôle le pouvoir un peu partout. On sait l'influence que Israël a en Occident. Et disons que tout ça, on est dans un processus de mutation qui devrait conduire forcément à régler ce problème-là, en même temps que ça poserait de nouvelles bases dans la géopolitique mondiale. Oui, ce qui est sûr, c'est que plus rien ne sera pareil. Voilà. Bien, madame, on va clore cette émission. Je vous donne donc 1-2 minutes pour peut-être votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de rappeler à mes compatriotes togolais qu'en période où tous les peuples se réveillent, se battent, et nous devons être de la partie, nous devons nous occuper
nous aussi, de notre propre pays et nous assurer que le Togo que nous voulons soit véritablement en route. Ça ne dépend que de nous, il n'y a que nous qui puissions le conduire, et 2025 représente un tournant historique. C'est en 2025 que nous poserons les jalons, que nous basculerons vers une situation qui va nous permettre ensemble, aux fils et filles du Togo, de construire le pays que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Nous n'excluons personne, mais nous voulons un Togo juste, un Togo qui libère les énergies, un Togo qui évoluera vers la prospérité, une prospérité partagée. Point final à cet entretien avec Madame Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson, secrétaire générale de la CDPA et coordinatrice de la dynamique de la majorité du peuple d'MP, que je remercie pour avoir accepté de poser ses commentaires sur l'actualité de la semaine. Mesdames et messieurs, un grand merci à vous également pour votre fidèle accompagnement. Rendez-vous samedi prochain, si Dieu le veut, pour le même exercice. Avant de vous quitter, je rappelle que cette émission